C'est ok. Hein. Oui, je pense. Bonsoir à tous. Une petite fille de chez nous nous réunit ce soir. Écrivain spécialiste de l'œuvre de Marguerite Yourcenar, Hachmi Alais a choisi cette date du 17 novembre, jour de la Sainte Élisabeth, pour vous expliquer comment celle qui revêtit le costume de Sainte Élisabeth lors de processions traditionnelles dans notre village de Flampre est devenue une académicienne passionnée d'histoire ancienne et en particulier de Grèce. Vous êtes nombreux à avoir réservé votre place pour cette soirée et nous avons tout mis en œuvre pour vous accueillir le mieux possible. Sachez que c'est une première pour nous de diffuser en direct sur Facebook et de doubler la capacité d'accueil grâce au grand écran. Nous demandons votre indulgence pour quelque imperfection qui pourrait se produire. C'est avec sa passion débordante et son grand professionnalisme qu'Hachmi Alais, docteur en sciences et lettres, va nous présenter sa vision de la Grèce antique, avec ses mythes à faire rêver les plus jeunes, ses paysages époustouflants, et nous transporter au cœur du monde grec, un monde d'entre-deux-guerres, celui qu'a connu Marguerite Yourcenar. Bonne soirée à tous, chers amis littéraires, bonne soirée yourcenarienne. Merci Edith pour cette introduction et surtout merci à toute l'équipe du musée Marguerite Yourcenar qui m'a proposé donc, de venir à l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Marguerite Yourcenar, de parler de Yourcenar et la Grèce, donc qui est le sujet de ma conférence. Bon, je sais que depuis ces derniers jours, toute l'équipe de bénévoles s'est démenée, je suis venu pour voir les préparatifs. Voilà, je les remercie pour cet enthousiasme et puis qui est récompensé puisque je parle devant un public fourni et amical. Donc, je vais commencer je vais vous raconter en fait l'histoire, je vais essayer de vous raconter à travers des images l'histoire de la passion de Marguerite Yourcenar pour ce pays, pour une culture, la Grèce. Donc, alors on vous a remis, vous avez des petits repères chronologiques, etc. Vous allez pouvoir suivre un peu cette histoire-là. Et je vais commencer par une citation de Marguerite Yourcenar, une citation qui est très connue et qui résume un peu son état d'esprit, qui est souvent reprise dans des publications, etc. Dans son livre d'entretien avec Mathieu Gallet, Les yeux ouverts, elle dit « J'ai plusieurs cultures, comme j'ai plusieurs pays, j'appartiens à tous ». Mais on peut dire, ce soir, je vais vous parler d'un de ces pays et une de ces cultures. Parce que peut-être le pays et la culture dont Marguerite Yourcenar se sentait le plus proche, en tout cas qui a marqué à la fois sa pensée, mais aussi sa vie, ses rencontres, certains de ses livres, c'est vraiment sa découverte de la Grèce, non seulement
de la Grèce, bien sûr, antique, dont on va un peu parler, mais de la Grèce vivante, de la Grèce charnelle, de la Grèce dans laquelle elle a beaucoup voyagé dans les années 30, et je vais vous raconter tout ça. Alors il faut toujours, alors vous allez voir dans cette histoire, comme dans toutes les histoires, je ne vais pas dire dans cette tragédie grecque, parce que ce n'est pas complètement une tragédie, quelquefois c'est une comédie, mais quelquefois il y aura des morts aussi. Il y a un décor, il y a j'allais dire un climat, il y a du soleil brûlant, il y a aussi des personnages, et je vais vous présenter toute cette constellation de personnes qui ont œuvré, qui ont accompagné Marguerite Yourcenar dans cette découverte de la Grèce. Alors l'histoire, en fait, il fallait que... Je dis, quand est-ce que je fais commencer cette histoire? Est-ce que je la fais commencer à la petite Marguerite, au Mont Noir, dans le château, avec la grand-mère Noémie, avec le père, etc. Est-ce que la Grèce, elle était déjà là? J'ai cherché un petit peu, je n'ai pas trouvé complètement la Grèce. En tout cas, je ne pense pas que ce soit au Mont Noir que son amour pour ce pays est né. Alors, il faut toujours choisir une date, elle est un peu arbitraire, mais d'après mes recherches, c'est autour de ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est de cette date que je vais vous parler, c'est 1911. En 1911, Yourcenar, je veux dire, elle a 8 ans. Elle est à Paris, avec son père. Et qu'est-ce qu'elle fait quand elle est à Paris? Elle a une gouvernante, et elle va visiter les musées, etc. Et il y a un acte un peu que j'appelle fondateur, c'est quand elle se retrouve au métro Concorde. Et à l'époque, dans le métro, il y avait des petites boutiques où on vendait des livres pas chers, des livres à 10 sous. Et Yourcenar a 8 ans, elle sait déjà bien sûr lire, écrire, etc. Et elle voit un petit livre qui lui plaît, c'est le titre qui lui plaît, Les oiseaux. Alors ça, on peut dire que les oiseaux, ils avaient déjà vu Les oiseaux d'Aristophane. Et avec son petit argent de poche, elle achète ce livre, qu'elle lit. Alors, elle a bien sûr dit qu'à 8 ans, elle n'a pas compris la portée de ce texte antique, etc. Mais c'était une sorte d'ouverture, et c'était que tous les textes, les grands textes de l'humanité, il était à notre portée. En plus, j'allais dire, ces livres à 10 sous, c'était les ancêtres. On dit souvent que c'est après-guerre qu'on a inventé le livre de poche, mais on y oublie souvent que dès le 19e, bon, je ne vais pas parler des livres, fameux livres de colporteurs, etc. Mais là, il y avait ces petites collections où on mettait des classiques pas chers. Et c'est pour ça que je dis que c'est à ce moment-là, en tout cas, qu'elle lit pour la première fois un texte classique et qui connaît une sorte de fascination. Alors tout ça, ça va de pair avec ses promenades, puisque son père avait demandé à la gouvernante plusieurs fois par semaine de l'amener au Louvre et dans d'autres musées parisiens pour lui faire découvrir. Alors bien sûr, puisqu'elle a vu le Louvre, elle a découvert des choses, des statues antiques, elle a vu la victoire de Samothrace et d'autres choses. Elle dit que ses premières fréquentations, quand elle est toute jeune, des musées, c'est une ouverture sur le monde, c'est la découverte de la beauté, et bien sûr à ce moment-là, quand on parle d'éducation à la beauté classique, on parle voilà, de toute la statuaire grecque, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle découvre les premiers trésors de la culture hellénique. Alors ensuite, on va... Je vais quand même vous expliquer pourquoi. Là, c'était pour mettre une ambiance grecque. J'ai dit au début, on va mettre un visuel, mais ça a un sens. Ces deux popes qui sont face à la mer, alors je trouvais que c'était une belle photo de la Grèce, pas des années 30, parce que moi je vais vous parler après. Cette photo, elle a été prise dans les années 50, mais elle a été prise par quelqu'un de tout à fait particulier, dont je vais parler bientôt. Vous allez voir, je vais faire comme ça des sauts. C'est une photo de Andreas Ambirikos. Andreas Ambirikos, on va en parler beaucoup parce qu'il est important et tout ça, qui était un poète surréaliste, je vous le dirai tout à l'heure, mais qui était photographe. Et dans les années 50, il a photographié en gros la Grèce qu'il avait aussi fréquentée avant-guerre avec Marguerite Yourcenar, dans les petits villages, sur les îles, etc. Et alors en préparant ma conférence, j'ai refeuilleté les albums photos de Andreas Ambirikos, et cette photo elle me plaisait bien, j'aimais bien. Yourcenar d'ailleurs, elle parle dans les années 30 qu'ils arrivent dans des monastères où ils voient des popes et des prêtres sales et complètement... qui avaient un peu... forcé sur le acquis. Voilà, elle aime bien cette truculence-là, et là je trouvais que c'était. Donc c'est pour ça. Mais je vais passer, on m'a dit qu'il suffisait que j'appuie, que c'était magique. Voilà, et là on se transporte.
On se transporte, certains ont reconnu ce que j'ai mis là, on se transporte en fait en 1914, après le Louvre. Comme vous le savez peut-être, au début de la Première Guerre mondiale, la famille, Michel de Criancourt, avec sa fille, avec son fils aussi, le demi-frère de Marguerite Yourcenar et des cousins, ils partent quand sonne le tocsin. Ils étaient à ce moment-là en villégiature en Belgique, sur la côte, autour d'Ostende, etc. Et quand la guerre est déclarée, ils se disent qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va retourner au Mont Noir, etc. Enfin, non, pas au Mont Noir. À Paris ou à Bruxelles, etc., ils décident, ils prennent un bateau, ils prennent l'un des derniers bateaux, enfin, il avait un yacht, monsieur de Créancourt, ils prennent le yacht et ils partent en Angleterre. Et Yourcenar, enfant, il passe une année en Angleterre, dans la banlieue, près du parc de Richmond, et là, pareil, il n'y a plus le Louvre, mais il y a le British Museum. Et qu'est-ce qu'il y a au British Museum? Il y a les fameuses frises du Parthénon. Alors bien sûr, elle découvre ça aussi. Alors voilà, on voit petit à petit une découverte de ces choses tout à fait formidables. Alors elle découvre bien sûr les frises du Parthénon. Et il y a aussi les visites, parce qu'elle a fait de multiples visites enfants au British Museum. Elle voit pour la première fois, et c'est très important pour la suite, et ça a un rapport indirect très fort avec la Grèce, elle voit pour la première fois un buste d'Adrien. Un buste d'Adrien qui avait été retrouvé dans la Tamise à la fin du XIXe siècle et qui était exposé à ce moment-là, et elle dit que c'est aussi un choc, parce que chez Yourcenar, les choses se font sur de long terme. Elle a l'esprit d'escalier, elle disait elle-même, c'est-à-dire qu'il y a des sensations qui sont enregistrées dans son cerveau de petite fille, il y a des réminiscences, il y a des lectures, etc. Et à un moment donné, pouf, ça passe sur des projets. Bien sûr, en 14, elle ne se dit pas, je vais écrire Mémoire d'Adrien. Mais elle voit ce buste d'un empereur, pour la première fois on lui dit, voilà, c'est l'empereur Adrien, etc. Et elle voit tout ce côté magnifique glorieux, du passé glorieux de la Grèce. Et ça l'intéresse beaucoup. J'ai oublié de dire que parallèlement, quand elle commence avec les oiseaux d'Aristophane, mais son père, qui fait quand même son éducation, qui est une sorte de précepteur tout à fait particulier, qui est lui-même un humaniste, qui est passionné de culture antique, lui fait lire du Homère, du Sophocle, du Platon, du Théocrite. Ce sera vers cette époque-là qu'elle apprend aussi parallèlement avec des précepteurs à le latin et le grec ancien. Donc très vite, elle va aller vers les textes directement. Et c'est aussi l'époque où, toute jeune adolescente, elle commence à écrire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Bon, elle est, j'allais dire, pleine de ces images, de ces rêveries glorieuses du passé de Platon, etc. Et bien, elle se met à écrire des poèmes d'inspiration hellénique, des poèmes néoclassiques. C'est voilà, dans les années entre 15 et 20 qu'on a les premiers poèmes de Marguerite Yourcenar, et plusieurs qui vont être ensuite publiés dans son deuxième recueil qui s'appelle Les dieux ne sont pas morts, sont vraiment des poèmes à la gloire de Platon, où on retrouve tous les personnages, à la fois de la mythologie, les dieux, les sculptures. Avec Yourcenar, elle s'est fait une sorte de petite fantasmagorie où il y a un monde idéal qui est la Grèce antique, avec les dieux de l'Olympe et tout ça, et elle rêve, et elle s'inspire des grands poètes du XIXe siècle pour écrire ces poèmes-là. Et très vite, on avance, après, il y a le retour en France, etc. Et en 1921, elle publie son premier livre. C'est le premier livre publié par Marguerite Yourcenar, qui s'appelle Le Jardin des Chimères. Alors vous voyez sur la couverture, c'est l'édition originale, de toute façon il n'y en a pas eu d'autre, puisqu'elle a fait ensuite interdire la republication de ses poèmes de jeunesse qu'elle trouvait un peu trop médiocres, un peu trop scolaires, etc. Vous avez vu que sur la couverture, c'est l'une des curiosités, ses premiers livres, elle ne signe pas Marguerite, sans signer Margue. Ce qui a fait cogiter les critiques, les premiers critiques de Marguerite Yourcenar, parce que le prénom de Margue, bon déjà, ça n'existe pas.
Mais on ne savait pas si c'était un homme et une femme. Et d'ailleurs, il y a des confusions dans les premiers articles. On ne parle pas d'une jeune fille, parce qu'elle est toute jeune, Marguerite Yourcenar, quand elle publie. Elle a 18 ans quand elle publie Le Jardin des Chimères. Mais elle l'a écrit plusieurs années avant. Et elle avait écrit des poèmes encore avant, dès l'âge, elle a commencé à écrire vers 13-14 ans. Et en fait, c'est son père, c'est pour le cadeau de ses 18 ans. Parce que Michel de Criancourt, comme vous le savez, il a les moyens, ils ont un château, ils ont des yachts, etc. Et donc, comme il voit que sa fille a un petit talent de poète, etc., mais qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ben, on va faire publier ton livre aux éditions Perrin. C'est du conte. Marcel Proust a publié son premier livre à compte d'auteur. Marguerite Yourcenar, c'est la même chose. Alors, quel est le sujet? Pourquoi je vous en parle, au-delà de ça? Quel est le sujet du... En fait, c'est un poème, ce qu'on appelle un poème dramatique. C'était à la mode au XIXe siècle et au début du XXe, mais comme Yourcenar, elle est toujours encore dans la pensée néoclassique, etc. C'est une légende autour du mythe d'Icare. Donc, c'est un poème dialogué autour du mythe d'Icare. Donc, on a Dédale, le père, ils sont dans le labyrinthe, avec un dialogue avec son père, etc. Et c'est vraiment toute une sorte voilà, poème, on appelle ça un poème dramatique. Elle s'exalte auprès de cette... En gros, elle parle, à travers, bien sûr, la jeune Marguerite Yourcenar, elle s'est servie d'Icare comme masque pour parler de sa propre quête d'adolescence d'absolu, aimer la gloire, se dépasser, l'absolu, Icare qui j'allais dire, n'obéit pas au père et veut aller, qui pense qu'il va aller toucher le soleil, etc. Et donc c'est son premier texte littéraire publié. Je vous ai dit, elle a publié quand même d'autres poèmes avant qui n'ont pas été publiés tout de suite. Alors ce livre, simplement parce que ça confirme son amour de la Grèce, sa passion que les modèles grecs, les mythes grecs, les personnages de la mythologie, c'est des personnages à lesquels elle s'identifie et qui pour elle vont vers ce qu'elle appellera plus tard cette pensée universelle, c'est-à-dire, ça sert à cela, les mythes, à parler des hommes à travers les âges, etc. Un an après, justement, puisque, bon, on ne peut pas dire que le Jardin des Chimères a eu un succès fou. On n'a pas découvert Marguerite Yourcenar, il a été très peu diffusé. Elle a reçu quelques lettres, parce qu'elle l'a fait envoyer par son père, ils avaient les moyens, à des académiciens, à des personnalités, etc. Elle a raconté même, mais je crois que, enfin, c'est la réalité, elle a raconté, mais on a trouvé les lettres, etc., qu'elle avait fait envoyer au poète indien Tagore, Rabindranath Tagore, qui venait d'avoir quelques années avant le prix Nobel de littérature, qui était à ce moment-là en France, et elle dit qu'elle a reçu une lettre, qu'il avait invité, etc., à venir en Inde, puisqu'il avait créé une université ouverte sur l'Occident, etc., bien sûr, mais enfin, ça lui a permis des petits contacts, mais voilà. Il se trouvait qu'après ce premier essai, comme elle avait dans sa besace tous ses poèmes, toujours d'inspiration, beaucoup, quand je dis, c'est pas l'ensemble, mais sur l'ensemble des poèmes de son deuxième livre, dont je n'ai pas la couverture là, qui s'appelle « Les dieux ne sont pas morts », qui a été publié toujours à compte d'auteur, plus de 50%, elle élargit, j'allais dire, ses points d'inspiration, mais quand même, elle revient toujours à Ithaque, à Ulysse, on voit des statues grecques, on parle des paysages, alors que tout ça, bien sûr, Yourcenar n'a jamais encore, je vais vous parler des voyages après, elle n'a jamais voyagé en Grèce. À ce moment-là, Yourcenar, du monde, elle connaît la France, elle connaît la Belgique, elle connaît l'Angleterre. La France, c'est Paris, la Côte d'Azur, la Riviera, où il louait l'hiver une maison, des petites... à Lille, chez la grand-mère, mais pas beaucoup. Au Mont-Noir, quasiment des saisons entières. Sur la côte belge, Ostende et tout ça, où il y est. Et puis après, pendant la guerre, à ce moment-là, donc elle n'est jamais allée encore en Italie, qui va être important, parce qu'il y a un chemin, je veux dire, pour moi, Yourcenar, à travers toute sa vie, elle va vers l'Orient. Partir des brumes du Nord, et elle va aller vers l'Orient, jusqu'en Inde, jusqu'au Japon, mais ça va se faire par petites étapes. La première étape vers le soleil, c'est la Provence. C'est la Riviera. Après, il y aura l'Italie. Et puis la Grèce. On n'est pas encore arrivé. Ben si, on arrive déjà, je crois. Alors,
Voilà, elle est déjà parmi des ruines. On approche. Mais ce ne sont pas des ruines grecques. On est en 1924. Elle voyage en Italie avec son père. Et pour la première fois, en 24, elle visite la Villa Adriana. Près de Rome, à Tivoli, Tibur. Alors on a cette photo de Marguerite Yourcenar dans les ruines de la Villa Adriana. Alors là, ça a été le choc. Parce que c'est bien de 24 qu'est née l'idée d'écrire quelque chose sur l'empereur Adrien. Mais pourquoi je vous parle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, de l'empereur Adrien? C'est parce que, quel était le surnom de l'empereur Adrien? Voilà, le petit grec. C'était un empereur, c'est l'empereur romain qui était sans doute le plus passionné par la culture grecque, qui connaissait la littérature, qui a beaucoup vécu à Athènes, qui s'est... Voilà, c'est pour ça qu'on ce terme d'empereur Philhellène, mais on se moquait de lui, le jeune Adrien, avant qu'il soit empereur, justement, qui récitait des vers en grec, etc. On lui avait donné le surnom du petit grec. Voilà. Et donc, Yourcenar, voilà, là, elle rencontre un empereur. Ah, mais lui aussi, il s'intéresse à la Grèce, lui aussi, il s'est inspiré, etc. Il a beaucoup voyagé, etc. Donc, Yourcenar, petit à petit, elle s'approche de l'Italie, de la romanité, mais aussi de la Grèce, qu'elle va bientôt connaître. Alors, dans les années 20, elle continue, je vais essayer de montrer, il y a une continuité dans son écriture, à écrire des poèmes, des textes. On voit que vraiment, la Grèce antique, pour le moment, on verra qu'après, elle va passer à la Grèce contemporaine, elle continue à publier des textes qui s'inspirent. Ainsi, en 1930, elle a collaboré à une revue qui s'appelle le Manuscrit Autographe, où elle a publié de nombreux poèmes. Et en 1930, elle publie une sorte de poème en prose qui s'appelle Le Catalogue des idoles. Et là, elle élargit sa palette, puisque c'est des sortes de petits, j'allais dire, pas chapitres, non, mais des petits paragraphes, où elle évoque de façon poétique un personnage de la mythologie, ces fameuses idoles, et on y retrouve, on retrouve déjà à nouveau Icare, Narcisse, Aphrodite, Hélios, etc. On voit qu'elle continue à être baignée dans cette ambiance de se nourrir de tous ces mythes, de tous ces dieux grecs antiques. Alors là, on arrive dans les années 30, et c'est vraiment les années pour Yourcenar, les années grecques. Elle appellera ces années grecques. Mais alors, ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Il se trouve que au début des années 30, elle rencontre quelqu'un qui va être très important pour elle, en plus d'un sens. Et le voilà, le beau gosse. C'est André Fréniaud. Vous ne voyez pas, vous. Alors, vraiment, André Fréniaud, c'est un homme qui va être très important pour Marguerite Yourcenar dans ces années-là, à plus d'un titre. Tout d'abord, elle rencontre André Fréniaud à ce moment-là. André Fréniaud, c'est un écrivain et c'est un éditeur. Il travaille aux éditions Grasset. Et il est chargé de découvrir de nouveaux talents, de nouveaux manuscrits, etc. à ce moment-là. Il se trouve que Yourcenar, dans les années 20, toujours dans son inspiration, d'ailleurs j'aurais pu noter, dans son inspiration grecque, elle s'était mise à écrire vraiment un projet. Avant Adrien, elle a écrit une autre biographie d'un personnage de l'Antiquité, c'est Pindare, grand poète grec, qui a écrit sur les athlètes de l'olympisme, etc. Et Yourcenar, c'était l'époque, elle répondait en fait à une mode qu'il y avait à la fin des années 20, dans les années 30, c'est de faire des sortes de biographies romancées des héros et des personnages de l'Antiquité. Il y avait eu plusieurs livres qui avaient eu du succès. Alors elle dit que elle a toujours dit que bon, c'était pas pour le succès, mais comme elle se passionnait pour la Grèce antique, qu'elle connaissait bien Pindare, qu'elle admirait Pindare, elle s'est dit, ben, pourquoi pas envoyer un mythe
et elle s'est mise à écrire ce texte-là, qu'elle a envoyé à Grasset. Mais Grasset, ça n'a pas pu l'intéresser, parce que Grasset avait dans ses collections ce type de biographie romancée qui faisait revivre un héros ou un personnage de l'Antiquité. Donc, elle l'a envoyé à la fin des années 20, et ça dormait dans un placard. Et quand André Frénion est arrivé, on lui a dit ben, va regarder là-bas dans le placard. Il y a un tas de manuscrits qui ont été refusés, en fait qu'on n'a pas eu le temps de lire, etc. C'était le nouveau, c'était le jeune nouveau dont on lui faisait faire le sale boulot. Et là, il commence à prendre tous ces manuscrits et il tombe sur Penda, c'est pas le seul, il tombe sur Penda et il lit ça et il dit mais c'est qui, c'est quoi? Il trouve ça magnifique, il dit mais cette personne connaît la Grèce, a tout compris, etc. Il envoie une lettre à cette Margue, du coup il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va voir arriver, et il lui donne rendez-vous dans un bar parisien pour lui parler de son manuscrit, lui dire voilà. Et il voit arriver, il s'attendait peut-être à un homme, il voit arriver une jeune femme, Marguerite Yourcenar, qui commence à discuter. Et il la voit aussi passionnée, alors il lui dit le bien qu'il passait, etc. Et il commence à lui parler, mais vos voyages en Grèce et tout ça. Mais il lui dit, moi je suis jamais allé en Grèce. Ah. Pourtant, vous avez l'air d'avoir tout compris de l'âme grecque, etc., etc. Une amitié, et il dit, ben, on va publier ce manuscrit, enfin, etc. Il arrive à convaincre Bernard Grasset de lui dire on a un écrivain merveilleux, etc. Entre-temps, Marguerite Yourcenar s'était quand même fait connaître, parce que là, on est au début des années 30. Après ces deux recueils de poèmes, 29, c'est quand même sa découverte, où elle est déjà quelqu'un qu'on reconnaît, c'est Alexis ou le traité du vain combat, un roman contemporain, etc. Donc, c'est ce jeune écrivain, il sympathise, et très vite, ils deviennent amis, et vraiment, ce qui les lie, c'est la Grèce. Parce que lui, André Frénion, il est passionné de la Grèce antique, il voyage, il a beaucoup voyagé à la fin des années 20, etc. Et puis il dit un jour à Yourcenar, mais il faut que vous alliez en Grèce, c'est pas possible. Il connaît des amis, etc. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, donc au début des années 30, qu'avec un autre ami qui s'appelle Gaston Bessette, qui était un médecin, et qui était aussi un écrivain. D'ailleurs, lui, il avait écrit un de ses livres qui avait eu un peu de succès. Il avait écrit une biographie romancée chez Grasset sur Hippocrate. Il était médecin, je crois que c'était le sujet de sa thèse de médecine, qui avait été publiée, etc. Et ils sont devenus amis, et c'est vraiment la Grèce qui les relie. Et à ce moment-là, ils décident de faire une sorte de jeu littéraire, une sorte d'oulipien avant la date, où ils choisissent, puisqu'ils adorent la Grèce, ils ont dit on va choisir chacun un thème de la Grèce intime, un personnage, et ils veulent travailler sur le thème du Minotaure, du labyrinthe. Et ils se disent, c'est un jeu, ils sont en vacances ensemble, et chacun, ils choisissent de choisir un point de vue. Yourcenar, elle prend le point de vue d'Ariane, et elle écrit un texte qui s'appelle d'abord Ariane ou l'aventurier, si je me souviens bien, et qui plus tard donnera sa pièce qui n'a pas son Minotaure. Mais dans ces années 30-là, elle n'est pas encore publiée. Elle sera publiée à la fin des années 30 dans la revue Les Cahiers du Sud. Et à ce moment-là, André Frénion invite Marguerite Yourcenar à partir en Grèce. Alors, dans l'histoire, on ne sait pas s'ils sont partis ensemble pour un premier voyage, ou si, comme on le pense plutôt, André Frénion avait beaucoup d'amis écrivains, poètes, intellectuels à Athènes, lui a fait des lettres de recommandation où lui dit vous allez voyager là-bas, j'ai beaucoup de potes, en gros, ils vont vous accueillir, vous allez connaître des gens, vous allez connaître la Grèce vivante, le monde intellectuel, c'est à ce moment-là. Alors parallèlement, c'est important pour la suite de l'histoire, c'est que Marguerite Yourcenar était tombée amoureuse du beau gosse en question. Mais il se trouve que, et ça sera une tendance malheureusement de Marguerite Yourcenar, le beau gosse en question est homosexuel. Donc impossibilité pour une jeune femme amoureuse d'un homme, et qui lui, et à un moment donné,
André Fréniaud, qui aimait beaucoup l'écrivain, qui aimait beaucoup l'ami, qui aimait beaucoup l'intellectuel, qui aimait la femme érudite, même qui l'impressionnait. Il trouvait que cette femme savait déjà tout, comprenait tout, etc. Mais comme elle lui envoyait des lettres d'amour, elle écrivait des poèmes enflammés sur son corps, ces trucs et tout le reste, il était un petit peu gêné. Et il ne savait pas, en gros, on va parler franchement, comment s'en débarrasser. Ça l'a vexé. Et parmi les choses qu'il aurait dit à Josiane Savigno, qu'il a rencontré à la fin de sa vie pour sa biographie, c'est en gros, je lui ai dit, mais allez en Grèce, j'ai des amis là-bas, je vais présenter des amis pour qu'il la laisse un peu tranquille à Paris, etc. Il a continué à être son éditeur un petit peu chez Grasset, il a publié des choses avec elle, mais voilà, c'était un peu trop... Alors Yourcenar, elle part en Grèce, et elle découvre la Grèce de l'époque. Alors je vais vous montrer justement de quoi ça avait l'air, la Grèce qu'a connue Marguerite Yourcenar. Ça c'est le Parthénon en 1935. C'est les années pour... Parce que voilà, c'était pas comme aujourd'hui, là, c'était pas encore... c'était pas la Grèce touristique, moderne, le Parthénon complètement restauré. On est encore, voilà, c'est l'entre-deux-guerres, il n'y a pas d'industrie encore du tourisme en Grèce, la Grèce est un pays très pauvre, etc. Je vais parler dans l'instant de la politique, et ça aussi, ça a son importance. Donc en gros, c'est ce que, c'est voilà, ces ruines-là que découvre Marguerite Yourcenar. Donc là, on voit l'Olympéion, ou le temple de Zeus, olympien, au pied de l'acropole, tel que l'a découvert Marguerite Yourcenar. Alors, Marguerite Yourcenar, quand elle va en Grèce, quand elle commence à voyager en Grèce, elle reste plusieurs mois. Après, elle va même rester la moitié de l'année. Petit à petit, ça va tellement lui plaire qu'elle va passer une partie de l'année à voyager et à Paris, et ensuite le reste du temps en Grèce. À ce moment-là, elle s'installe dans un hôtel, un palace, parce que qui est un hôtel célèbre qui existe toujours, qui est très beau, qui est l'hôtel Grande-Bretagne, sur la place Syntagma. Et la période, c'est là où je veux parler un peu de politique, quand Yourcenar, les années, puisque c'est vers entre 30, on ne sait pas si c'est vers 31-33 qu'elle fait son premier voyage en Grèce, mais les grandes années de Yourcenar en Grèce, c'est quand même 35-39. C'est vraiment ce moment-là qu'elle y va beaucoup. Et la situation politique, elle est aussi particulière en Grèce. Yourcenar, dans les années 20, elle a connu l'Italie fasciste. Elle a été à Rome au moment de la marche sur Rome de Mussolini. Elle s'est inspirée de ces mouvements. Elle fréquentait à ce moment-là, c'est important de le dire, des groupes plutôt anarchistes de gauche, des intellectuels de gauche italiens, etc. Ce qu'elle va faire la même chose un peu en Grèce. Mais quand elle est en Grèce, en 1936 arrive le général Métaxas. On est dans la dictature. Je dis ça parce qu'il se trouve qu'on a souvent reproché à Marguerite Yourcenar, autant elle a parlé dans certains de ses livres, et elle a écrit un livre qui s'appelle Denier du rêve, où elle parle d'un attentat contre Mussolini, elle s'est inspirée de... On reconnaît dans son œuvre des choses sur la situation en Italie mussolinienne, qu'elle condamnait bien sûr. Elle a été plus silencieuse sur la situation en Grèce. Et certains critiques, il y a eu une thèse faite il y a quelques années sur l'idéologie politique de Marguerite Yourcenar, qui ont dit que c'est étonnant qu'elle ait passé plusieurs mois, qu'elle était amie avec des groupes de gauche, des communistes, etc., mais que jamais trop elle ait parlé. En fait, c'est que, c'est pas que je veux excuser Yourcenar, je n'ai pas trouvé de déclaration particulière, mais il se trouve que dans certains textes, Marguerite Yourcenar, toujours cryptiquement comme elle le fait, elle évoque ce monde d'oppression, etc. Là, je me réfère à un des textes de Feu qui s'appelle L'Héna ou le secret, qui montre un peu l'ambiance de la Grèce des années 30, avec le système policier, avec voilà, des choses un peu étonnantes et tout ça. Mais c'est vrai, voilà. Mais Yourcenar, quand elle est en Grèce, elle découvre un pays et elle se fait surtout des amis. C'est ça, je crois, qui est important, puisque Ambirikos lui avait
entre autres, parler d'un de ses amis dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure, un autre beau gosse. D'abord, on va passer par là. Ça, c'est une entrevue de la Grèce de cette époque-là. Voilà. Vous avez vu, ils se ressemblent, ils sont de profil, ils ont la même coupe de cheveux, etc. Alors, c'est Andreas Ambirikos. C'est un ami d'André Frénion. Alors, c'est important parce qu'Andreas Ambirikos, il est très important pour Marguerite Yourcenar, qui est Andreas Ambirikos. C'est un poète surréaliste, un psychanalyste et un photographe. Andreas Ambirikos, c'est un fils d'une famille d'armateurs, un grand bourgeois. Donc déjà, avec Yourcenar, ils sont sur le même niveau. Ils sont tous les deux, Yourcenar de la noblesse de Flandre. Mais en tout cas, ils ont les moyens, etc. Lui, il est venu dans les années 30, dans les années 20 à Paris. Et il a fréquenté le mouvement surréaliste. Il a été l'ami de Breton et d'autres poètes surréalistes. Il a fréquenté ce mouvement-là. Il s'est fait psychanalyser par Laforgue, qui était un peu le psy... J'allais dire, c'était un peu l'ancêtre de Lacan. C'était la mode de se faire psychanalyser dans les années 20 par Laforgue, avant, après, c'est tout intelligentsia. Et il rentre au début des années 30, donc il connaît André Frénion à ce moment-là. Il rentre en Grèce, il est poète surréaliste, il écrit de la poésie surréaliste, donc une poésie très importante aussi, très différente de Marguerite Yourcenar, qui écrit de la poésie néoclassique, il ne faut pas l'oublier. Et André Frénion lui a dit, il faut que tu rencontres cette jeune femme qui est passionnée, et là aussi, il y a un déclic. Ambirikos est impressionné par la prestance, l'intellect, l'érudition, la finesse, la culture de Marguerite Yourcenar. Elle aussi, elle devient très amie avec lui. Et une relation tout à fait d'amitié particulière, de passion. Alors, on ne connaît pas exactement la nature de la relation qu'a eue Marguerite Yourcenar avec Andreas Ambirikos. On sait que c'est une relation très forte, une relation exclusive, mais ils ont fait un vœu, et c'est bon, après les biographes, c'est-à-dire, je voudrais citer certains noms, ils ont voulu garder le secret sur cette relation. Alors, les biographes se sont dit, s'ils veulent garder le secret sur cette relation, ça veut dire qu'ils ont quelque chose à nous cacher. Déjà, la différence entre André Frénion, c'est que Ambirikos, il est hétérosexuel. Et il trouvait tout à fait charmant Marguerite Yourcenar. Bon, il fréquentait une bande d'amis intellectuels qui étaient très libres, à la fois dans l'esprit, des gens de gauche, etc., très libres dans les mœurs. Ambirikos est marié plusieurs fois, était toujours en relation avec son ancienne femme. Marguerite Yourcenar a connu, était amie avec l'ancienne femme d'Ambirikos. Ils ont continué à s'écrire après. Voilà. On pense tout de même qu'ils ont eu une relation amoureuse. Entre autres, à un moment donné, Ambirikos, qui est très bien avec Marguerite, lui propose de partir sur son yacht, puisque bien sûr lui aussi avait un yacht, les fils d'armateur, pour faire une croisière entre la Grèce, lui faire découvrir toutes les îles grecques et aller jusqu'à Constantinople. Voilà. À ce moment, c'est lors de cette croisière que Yourcenar, voilà, découvre mieux Ambirikos. Il a aussi une influence, j'allais dire, il a influencé son écriture, parce qu'il lui fait découvrir Yourcenar dans les années 20, elle était très jeune, elle ne fréquentait pas les milieux du surréalisme et tout ça. Et il lui fait découvrir une poésie beaucoup plus moderne, surréaliste, etc. Et on va en trouver la trace dans le livre qu'elle va publier en 1936, qui est Feu. Mais je ne vais pas... on va revenir. Et avec Ambirikos aussi, elle s'intéresse à toutes ces légendes grecques populaires, à partir desquelles elle va écrire Nouvelles orientales. Pour dire Nouvelles orientales et dédiées, enfin, il y a la dédicace à Andreas Ambirikos. Feu est dédié à André Frénion, parce que c'est un chant d'amour désespéré, etc. J'y reviendrai. À ce moment-là, Yourcenar, elle, voilà,
la relation avec Ambirikos est très importante, cette croisière est très importante, à la fois intellectuelle, à la fois pour leur relation. On sait qu'ils ont eu une correspondance et tout ça, mais tout ça, bon, je ne vais pas m'étendre puisque c'est tout à fait secret. Mais il y a une autre chose qui est importante, ça va être, elle va rencontrer un autre poète qui va être important et qui va faire évoluer sa pensée autour de la Grèce. Mais avant, je vous ai parlé de nouvelles orientales, et là, je vous ai montré, parce que dans ces années-là, ben, toujours l'inspiration grecque, elle continue à se faire, et à partir des années 20, elle avait commencé à écrire, à la fin des années 20, un recueil des contes, des nouvelles, qui s'inspiraient de cette quête de l'Orient, qui s'appelle Nouvelles orientales. Ça va être publié un peu plus tard, et ce que je vous ai montré là, c'est un exemplaire. Alors, il y a plusieurs de ces nouvelles dont l'inspiration est vraiment autour de la Grèce, des légendes grecques, des légendes balkaniques, etc., qu'elle découvre avec ses amis de ces années-là. Alors là, je crois que c'est l'homme qui aimait les Néréides, et la petite curiosité, c'est que le dessin est de Yourcenar. C'est une édition, c'est l'édition originale de ce livre qu'elle avait offert à sa compagne Grace Frick, et au début de chaque nouvelle, elle l'avait enluminé comme elle le faisait beaucoup. Quand Yourcenar offrait des livres à ses amis, aux gens qu'elle aimait, comme un cadeau, elle, non seulement comme beaucoup, elle faisait une dédicace, mais aussi elle gribouillait, elle dessinait, elle mettait des fleurs, etc. Là, je l'ai choisi parce qu'elle dessine le héros de profil, qui est l'homme qui est Panayatis, qui est un homme, un marin qui va au fond de la mer, et puis c'est comme le chant des sirènes, il tombe amoureux des Néréides, etc. Il a son anneau, il a etc. C'est un petit dessin, il y a inscrit restaurant en grec. C'est aussi pour montrer qu'elle s'inspirait des choses qu'elle voyait à l'époque sur le petite marquise, enfin le petite bâche là au-dessus du restaurant, il y a écrit restaurant en grec, d'après ce qu'on m'a traduit. J'en montre une autre, Notre-Dame des Hirondelles, c'est une autre légende tirée, c'est voilà, un prêtre c'est un peu quelque chose qui a beaucoup intéressé Marguerite Yourcenar, puisque le monde antique, c'est le monde du paganisme, des dieux multiples et tout ça, mais quand est arrivée l'Église orthodoxe, etc., mais les prêtres, ils étaient quand même dans un pays où la culture païenne était très importante, où il y avait un tas de croyances encore, etc. Et les prêtres étaient connus pour chasser tous ces mauvais esprits, pour dire il n'y a qu'un seul, il y a le Christ, il y a Marie. Et là, justement, c'est un conte qui raconte cette histoire-là, où là, on voit la Vierge Marie. En fait, c'est dans une petite église où il y avait des nymphes qui étaient à l'intérieur de l'église, et Marie vient visiter cette église. Enfin, quand je dis cette église, c'est une église donc orthodoxe. Elle ouvre sa cape, les nymphes se cachent sous sa cape, et quand elle ressort, il y a le prêtre qui est là, qui dit que Marie, elle a sans doute enlevé toutes les nymphes, et il ouvre sa cape, et ce sont des hirondelles qui sortent de là. Donc Yourcenar, elle a dessiné la cape de Marie avec ces hirondelles. Voilà, on est toujours dans cette inspiration des légendes grecques. Alors là, voilà, on est dans le monde plutôt de la culture populaire. Alors un autre personnage important, Yourcenar ne l'a jamais rencontré, malheureusement, mais c'est quand même quelqu'un qui va être très important pour Marguerite Yourcenar, parce que point de vue de son écriture, point de vue de sa poésie, de sa connaissance de la culture et de la poésie grecque, c'est Constantin Cavafy. Jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, Yourcenar s'était beaucoup intéressé à la Grèce antique, aux grands, à Pindare, aux écrivains anciens, etc. La Grèce contemporaine, elle la découvre justement quand elle débarque avec ses amis, qui sont eux-mêmes poètes, qui sont écrivains, qui sont sculpteurs, elle fréquente vraiment des artistes. Et très vite, on lui parle, on date ça, je crois, en 1933, l'un des premiers voyages, Constantin Dimara, qui va être très important parce qu'il va être le co-traducteur de Cavafy avec Marguerite Yourcenar, qui est un universitaire spécialiste de la poésie et qui a servi à publier. Cavafy, c'est le grand poète grec de la première partie du XXe siècle.
dont les œuvres ont été publiées seulement après sa mort, réunies dans ce qu'on appelle le canon de Cavafi. Cavafi, c'est un poète grec qui vivait à Alexandrie, donc en Égypte, sous protectorat anglais, où il y avait à Alexandrie une grande communauté grecque. Il travaillait dans une petite compagnie d'assurance, c'était un petit grain de papier qui vivait dans une compagnie d'assurance, mais qui était un grand poète qui publiait, qui écrivait beaucoup, qui était connu d'un cercle d'initiés, puisque pendant toute sa vie, Cavafi, il a publié dans des petites revues, etc. Et il faisait renéotyper ses poèmes qu'il distribuait dans les cafés d'Alexandrie. Et très vite, la communauté grecque s'est rendu compte que c'était un très grand poète, mais dans sa vie, il n'y a eu aucun livre. Et c'est à la fin, voilà, c'était des poèmes épars dans des revues et des feuilles renéotypées. Mais malgré cela, il avait déjà une gloire au-delà d'Alexandrie. À Athènes, on parlait de Cavafi, etc. Et il est mort en 1933, et à ce moment-là, ses héritiers, ils ont quand même décidé de récupérer toutes ces feuilles volantes et tout ça, et de publier quelque chose qui a été un événement important, ce qu'on appelait le canon de Cavafi, c'est-à-dire toute sa poésie, etc. Et c'est ce que Yourcenar découvre on lui en parle à son premier voyage en 1933, c'est surtout vers 1935, alors qu'il est en Grèce, que Dimara, Constantin Dimara, qui à la fois travaille dans une librairie, lui dit « il faut que je vous lise ça ». Alors, la question est toujours de savoir, on en a parlé. Je vous ai dit que Yourcenar avait appris le grec ancien, et que donc elle savait lire le grec ancien, etc. Qu'en est-il du grec moderne? C'est beaucoup plus hasardeux. Yourcenar, il faut dire que la communauté grecque que Yourcenar fréquentait dans Sénaléa, elle était à l'époque francophone. Je veux dire, en Europe, dans les milieux intellectuels, on parlait français, en Grèce, à Athènes, parmi ces gens-là qui parlaient plusieurs langues, etc. Donc, elle parlait le plus souvent avec tous ses amis, Abirikos était, je vous ai dit, avec les années 20 en France, etc. Yourcenar, on a trouvé je vais vous montrer, Yourcenar écrivant du grec. Elle faisait des fautes, c'était un peu une écriture phonétique, elle comprenait bien sûr les choses de base, etc. Mais la langue de Cavafi est très riche. C'est une langue baroque, magnifique, etc., avec plein de subtilités que Yourcenar n'aurait pas pu comprendre toute seule. Et c'est Timaras qui, voilà, quand il a vu qu'elle se passionnait comme ça pour la culture grecque, tout ça, lui a dit, qui lui a fait. Alors, dans les années 35, à partir de là, Yourcenar, il lui faisait des traductions mot à mot. C'est-à-dire que Yourcenar comprenait, Dimaras lisait en grec, les mots qu'elle ne comprenait pas, il traduisait. Ça. Et très vite, Yourcenar, c'est arrivé pour tous les, j'allais dire, les écrivains dont on tombe amoureux dans une autre langue. Yourcenar, elle a traduit du grec, mais de l'anglais, elle a traduit d'autres langues, etc. Dès qu'un poète lui plaît, elle veut le traduire. Pour elle, traduire un poète, c'est se l'accaparer, c'est le faire sien, c'est finalement ce qui... Et très vite, elle dit à Dimaras, il faut qu'on traduise. À cette époque-là, dans les années 35, Cavafi, il est quasiment inconnu en France. Le premier poète étranger qui a fait connaître hors de la Grèce, enfin du monde hellénique, c'est un poète anglais, un écrivain anglais, c'est Foster. C'est I.M. Foster qui a écrit La route des Indes, des livres de la littérature anglaise, qui avait rencontré Cavafi quand il était dans les années 20 à Alexandrie, et qui a les premières traductions, en tout cas en lettres. Hein. Et après Yourcenar, très vite, elle veut traduire Cavafi. Donc, elle travaille avec Dimara, qui lui fait, elle fera souvent ça, qui lui fait des mots à mots, et elle, ensuite, elle adapte. Alors, il se trouve que là est né un conflit très important entre Dimara et elle, parce qu'ils n'avaient pas la même vision de Cavafi. Et surtout, je dirais pas la même, parce que Yourcenar, finalement, elle ne connaissait pas tellement Cavafi, elle connaissait ce que lui disait Dimara, quand même. Mais Yourcenar, elle avait une tendance à vouloir presque adapter Cavafi pour le faire passer dans la langue française. Et Dimara, souvent, il n'était pas d'accord, il disait qu'elle prenait beaucoup de liberté, etc. Et
C'est pour ça que plus tard, on a reproché à Marguerite Yourcenar qu'elle avait fait du Yourcenar avec du Cavafi. Ce qu'on a reproché pour beaucoup de ses traductions. Mais en tout cas, c'est important, mais pour Yourcenar, alors pourquoi elle s'intéresse à Cavafi? Quelle est on avait l'habitude de parler de Cavafi comme un historien poète. Il y a deux, j'allais dire, deux courants dans la poésie de Cavafi. Il y a à la fois, Cavafi, c'est le poète de la vie des petites gens dans les rues d'Alexandrie. C'est-à-dire, il écrit des poèmes qui racontent les cafetiers, les garçons des rues, les travaux, etc. Avec beaucoup de sensualité. Cavafi était homosexuel, il était fasciné par le monde populaire, les adolescents et tout ça. Parallèlement à ça, il plongeait dans la Grèce antique et il réécrivait l'histoire antique sous une forme tout à fait nouvelle qui a passionné Yourcenar, parce qu'après, aussi pour construire Adrien, elle va aussi se servir de cette vision. Elle a dit, elle aussi, j'ai travaillé en historien poète. C'est-à-dire se baser sur des faits historiques, mais leur donner un certain lyrisme. C'est pas l'idée de romancer, c'est plutôt de faire revivre, de mettre du sang sous le marbre, de faire vibrer, j'allais dire, le sang, la fièvre, etc. Et ça, Cavafi le faisait très bien dans ses poèmes, particulièrement un poème qui s'appelle En attendant les barbares, etc. Et Yourcenar, elle commence à traduire de plus en plus de poèmes de Constantin Cavafi, et c'est dans les années, quelques années après, fin des années 30, plutôt dans les années 40, qu'elle publie ses premières traductions dans 2 revues. C'est pendant la guerre, elle a déjà quitté la Grèce, mais elle publie 2 traductions dans une revue, des revues qui étaient à l'étranger, Mesure et Fontaine. Alors, un autre vecteur important où Yourcenar va exprimer sa passion de la Grèce, c'est cette revue. Alors cette revue, elle est très importante pour les intellectuels, les écrivains, les artistes français dans les années 20 et surtout les années 30. Dans les années 20, il y avait eu un courant littéraire dans lequel se sont engouffrés des gens comme Cocteau, des artistes comme Picasso, des gens comme Anouilh, des gens comme Giraudot et d'autres, Sartre un peu plus tard, ce qu'on appelait dans les années 20, fin des années 20, le retour au mythe. C'est-à-dire un retour, Yourcenar, c'est pour ça qu'elle s'est trouvée un peu dans cette monde après la déflagration de la Première Guerre mondiale, où tout, j'allais dire, les fondements de la civilisation européenne ont été menacés, remis en cause, c'était l'horreur. Les artistes sont allés rechercher des périodes glorieuses où l'art était mis en avant, où la beauté était mise en avant, où un humanisme était mis en avant. Et tous ces gens se sont exprimés à travers revisiter 1922, c'est la pièce de Cocteau, Antigone. C'est à ce moment-là, dans les années 20, que Picasso commence à défaire ses dessins, ses tableaux avec des personnages de la mythologie, etc. Un peu plus tard, ce sera les pièces de Giraudot, d'Anouilh, etc., qui reprennent, qui revisitent, etc. Et un des instruments de ce retour à la Grèce, c'est cette revue. En fait, parce que tout cela, bien sûr, tous ces écrivains, ils ont fait le voyage en Grèce. Dans les années 20, et Yourcenar l'a fait dans les années 30, il fallait partir en Grèce, il fallait aller visiter Mycène, il fallait aller visiter Olympie, il fallait voir tout ça, etc. Et c'est un armateur, il y a beaucoup d'armateurs en Grèce, qui possédait aussi c'est pour ça qu'il y a aussi côté un peu touristique, une agence, une flotte de croisières, qui a décidé de créer une revue qui s'appelle Le Voyage en Grèce. Et qu'est-ce qu'on trouvait dans Le Voyage en Grèce?
l'idée, c'était inviter des écrivains, leur payer un voyage en Grèce, et en échange, ils payaient avec un texte sur la Grèce. Ça se fait encore aujourd'hui pour certains des grands hôtels chers, payent un séjour, etc. Et puis après, on écrit un texte, etc. Ah ben, Yourcenar, elle a écrit plusieurs textes. Déjà, ça faisait des économies de voyage, mais elle n'est pas la seule. Dans le voyage en Grèce, Cocteau, tous les gens que je vous ai cités, Anouilh, Giraudot, Mauriac, tous, ils sont partis, ben, croisière pour 2 personnes, payées, etc. Et bon, voilà, je vais vous montrer une. Alors, ça, c'est une des curiosités. Alors ici, vous avez Apollon Tragique, Marguerite Yourcenar, publié dans le voyage en Grèce. Elle a écrit plusieurs textes, puis je l'ai mis à côté parce que c'est drôle aussi. Elle se trouvait en face d'un écrivain qui n'était pas encore très connu, mais déjà c'est dans les années 30, et qui est Raymond Queneau. Raymond Queneau qu'elle va retrouver des années après chez Flammarion, puisque ça va être l'éditeur qui va s'occuper de publier ses traductions de Cavafi en 58. Voilà, donc le monde est petit. Mais c'était, je trouvais ça drôle, la juxtaposition, c'est une double page. D'un côté, il y a un texte de Queneau, d'un côté, derrière, il y a Mauriac, à côté, il y a Cocteau, enfin, etc. Donc, Yourcenar, elle publie 2 textes à ce moment-là, Apollon Tragique et Dernière Olympique. Toujours, alors là, le retour, etc. Ça, c'est dans les années 35-36. Je vous ai parlé déjà de Nouvelles orientales, etc. Elle avait publié un autre texte dans le voyage en Grèce, où c'est vrai, elle a écrit un 3e texte qui s'appelle Nouvelles lettres de Gobineau à 2 Athéniennes. On va continuer pour quand même montrer Yourcenar. Voilà. Là, voilà. Alors, on a très peu de photos de Marguerite Yourcenar en Grèce. On a des photos en Italie, mais là, j'ai eu du mal. Enfin, celle-là, c'est l'une des plus connues. J'en ai trouvé une qui est beaucoup moins connue. Alors, il faut que je mette mes lunettes pour vous dire qui est avec Marguerite Yourcenar, parce que je ne m'en souviens pas de ça. Mais c'est des gens qui vont être importants. Alors, vous reconnaissez quand même Marguerite Yourcenar. C'est l'une des rares photos où Marguerite Yourcenar a une cigarette. Et c'est les photos, c'est seulement sur les photos de Grèce. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle fumait qu'en Grèce qu'on a des photos où elle est avec une cigarette. Alors, parmi les amis, alors ça c'est une photo qui a été prise sur l'île de B, où un de leurs amis avait une maison, et toute cette bande, c'est vraiment des artistes qui vivent un peu en communauté, ils se retrouvent dans des grandes maisons, ils ont des sous, ils sont professeurs, ils sont artistes, etc. Et tout ça, c'est sous la dictature de Métaxas, mais nous, on s'amuse. On n'est pas touché par la misère du monde. Alors, Nelly Liambé, elle est là-bas sur la gauche, Marguerite Yourcenar. Alors ensuite, il y a 2 personnes, enfin, une qui est plus importante, c'est la sœur de Lucie Kyriakos, qu'on voit, on ne la voit pas bien parce qu'elle est de dos, et la dernière qui est très importante, vous allez la revoir, c'est Lucie Kyriakos. Lucie Kyriakos, c'est un autre personnage qui va être très important, dont je vais vous parler dans un petit moment, dans la Grèce, la vie personnelle de Marguerite Yourcenar. Donc là, voilà, pour vous montrer quelle était la Marguerite Yourcenar, c'est le monde artistique, etc. Alors j'ai une autre photo, voilà, celle-là, elle est beaucoup plus rare, je l'ai trouvée que récemment. On est toujours sur l'île de B, on pense que c'est peut-être la même. Alors la première, vous la reconnaissez, c'est Marguerite Yourcenar. Lucie Kyriakos, qui revient, normal, elle s'est rapprochée. Parce que là, il y avait la sœur entre les deux, là, le rapprochement. Il y a un monsieur très important, c'est à lui qu'appartenait la maison, où il passait les vacances, qui était un banquier mécène qui habitait des artistes chez lui, Athanase Christomanos et Nelly Liambé. C'est toujours là, c'est une amie. Alors, pourquoi je vous ai parlé de Lucie Kyriakos? C'est parce que dans ces années-là, Marguerite Yourcenar tombe amoureuse de Lucie Kyriakos. Lucie Kyriakos est une femme mariée, mais je vous ai dit, dans cette bande d'amis, il n'y a pas, on est libre. C'était mai 68 avant la date. Je veux dire, il n'y avait pas d'histoire, on est marié, on n'est pas marié, un homme, une femme, un homme, on s'en fout. C'est la liberté, c'est la Grèce. C'est la liberté des sens, c'est la liberté des mœurs, c'est la liberté artistique. Donc, il y a une passion, parce que donc, la passion qui est supposée avec Andreas
Ambiricos, à un moment donné aussi, Ambiricos il s'est détaché de Marguerite Yourcenar, et là elle tombe amoureux de Lucie Kyriakos, qui va être quelqu'un de très important pour elle. Très amis. Ensuite, elles vont partir voyager hors de la Grèce, aller en Autriche, etc. Voilà. Mais malheureusement, les choses vont se terminer un peu tragiquement. Alors là, ces années-là, voilà, je vous les ai décrites. On va très vite arriver, parce que sinon on va déborder sur le temps. Je parle beaucoup. La fin de la période de Marguerite Yourcenar, où elle vit plusieurs mois par année. On ne sait jamais exactement, mais on sait qu'elle passe entre 4 à 6 mois par an en Grèce. Ensuite, elle voyage beaucoup en Suisse, en Autriche, le reste du temps à Paris pour voir les éditeurs, etc. D'autres voyages en Italie. Mais à un moment donné, avec cette bande d'amis, avec ses voyages, etc., elle écrit, elle passe beaucoup de temps en Grèce. C'est vraiment le pays où elle se sent le mieux. La découverte de la Grèce dans les années 30, c'est très important pour Marguerite Yourcenar. Et les petits textes, citations que j'ai trouvés dans le programme, j'allais dire, vous montrent bien ce que ça représentait pour elle. Mais en août, alors Marguerite Yourcenar se trouve en Grèce en août 1939, au moment de la déclaration de la guerre. Alors qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qu'elle va faire, etc. Elle hésite, est-ce qu'elle revient, en France, etc. Elle ne sait pas. Finalement, elle va en Suisse, etc. Mais elle se dit, elle aimerait retourner en Grèce. Parce que à ce moment-là, la Grèce n'était pas encore rentrée dans la Grèce. La guerre, c'est en septembre que c'est la France, etc. Alors là, elle va voir Jean Giraudoux. Jean Giraudoux, il travaillait ça ne s'appelait pas le ministère de la Culture, mais avait un service du ministère des Affaires étrangères qui s'occupait de faire voyager des écrivains, enfin, c'était avant, pour des conférences, etc. Et elle va le voir pour lui demander est-ce qu'elle pourrait partir comme en mission en Grèce, etc. Bon, elle ne peut pas partir, etc. Et c'est là où elle décide de partir aux États-Unis, puisque parallèlement, j'ai parlé très peu de Grace Freed. Elle l'a rencontrée en 1937, mais Grace Freed est repartie aux États-Unis. Elle a fait sa vie comme elle a voulu dans ces années-là, mais elle reste quand même en correspondance avec Grace Freed, qui, quand elle apprend les nouvelles, lui avait dit « Mais vous savez que vous pourrez toujours venir aux États-Unis pour donner des conférences, pour donner des cours à l'université en tant qu'écrivain, etc. » Et c'est à ce moment que Yourcenar, elle décide de... puisqu'elle ne se voit pas rester à Paris, où elle n'a plus de famille, où elle sent que l'amour... voilà, il y a la guerre, voilà, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide de partir aux États-Unis. En se disant, je pars quelques semaines, je pars quelques mois. À ce moment-là, on pensait que la guerre n'allait pas durer. Et bien, vous savez qu'après, qu'elle va faire toute sa vie là-bas. Donc, elle quitte tout un monde de la Grèce qui est pour elle une sorte de paradis hédoniste, de la vie, des amis, des écrivains, des choses très importantes, qu'elle pense retrouver bientôt, mais bien sûr, la vie... Et entre autres, il va arriver quelque chose, l'un des premiers chocs de Marguerite Yourcenar, c'est la mort de Lucie Kyriakos. Lucie Kyriakos, vous la voyez ici, elle est dans son uniforme c'est l'une des dernières représentations en Canada, elle est dans son uniforme d'infirmière volontaire, puisque au moment où la Grèce est rentrée dans la guerre, vous savez, contre l'Italie, c'est dans le conflit avec l'Italie, elle s'est fait, etc. Et elle est morte dans un bombardement en 1941. Yourcenar, qui voilà, était resté en contact avec elle, etc., est vraiment choqué. Parce que Yourcenar, elle a vu tout son monde qu'elle avait aimé, de la civilisation grecque, des amis, de la liberté, petit à petit s'écrouler, disparaître, l'Europe tomber dans la barbarie, le chaos, etc. Et la mort de Lucie Kyriakos lui inspirera 2 ans après un diptyque qui s'appelle Épitaphe, temps de guerre, où en 2 vers, elle dit un peu le sentiment qu'elle avait à la fois de la guerre et de la mort de l'ami perdu. Le ciel de fer s'est abattu sur cette tendre statue. La situation, bien sûr, en étant aux États-Unis, Yourcenar s'intéressait à ce qui se faisait en Europe, lisait les journaux, quand les Américains sont en plus rentrés après dans la guerre, il y avait
beaucoup des choses. Elle lisait les journaux, elle suivait tout ça, elle s'inquiétait. Elle était en correspondance avec des amis, qui certains étaient partis dans la résistance, mais certains malheureusement dans la collaboration. Et un personnage dont je vous ai parlé a mal tourné, entre guillemets, ce qui a fait, qui a, j'allais dire, précipité sa rupture, en tout cas amicale avec Marguerite Yourcenar, c'est André Fréniaud. André Fréniaud qui était toujours un écrivain en vue à Paris, au moment de la... qui est quelqu'un quand même plutôt d'une tendance très droitière, fasciné par toutes les choses un peu... voilà. Il a été parmi les fameux, les tristes écrivains qui ont fait le voyage à Berlin, avec d'autres écrivains comme Jouandeau, etc., Brasillac, etc. Et donc voilà, Yourcenar, quand elle a appris ça, elle a pris ses distances avec ça, et elle s'intéressait bien sûr surtout à ses amis qui étaient dans la lutte, qui étaient... Bon, ça n'a pas rapport avec mon sujet, mais je dis, Yourcenar a refusé de publier en France pendant toute la période de la guerre, parce que vous savez, toutes les revues littéraires étaient mises sous le contrôle, et les choses qu'elle a publiées, c'est ce qu'on appelait des revues de la résistance qui étaient publiées à l'étranger, en zone libre, en Algérie, par exemple, à Alger, il y avait la revue Fontaine, Mesure, qui était publiée aussi à l'étranger, et elle a continué à publier dans ce qu'on appelait les lettres françaises, qui étaient parties à Buenos Aires, d'ailleurs des choses aussi sur la Grèce, voilà. Et elle écrit, il faut le dire, elle apprend dans les journaux qu'il y a eu un épisode patriotique grec où un F-zone auquel, quand on avait demandé d'aller retirer de l'Acropole le drapeau grec à l'entrée des troupes italiennes, c'était jeté, donc un geste patriotique, un suicide symbolique, c'était plutôt que de retirer le drapeau grec, c'était jeté de l'Acropole, c'est quelque chose que Yourcenar avait trouvé dans les journaux, et à ce moment-là, toujours dans l'émotion de la sympathie pour ce pays, pour ses amis qui luttaient là-bas, elle écrit un poème qui s'appelle Drapeau grec. Et alors, mais quand elle est aux États-Unis, Yourcenar, elle n'arrête pas pour autant de penser à la Grèce, là vous l'avez vu, hein, mais aussi à la culture grecque, et à cette culture grecque ancienne. Et c'est là où vous avez la graphie de Marguerite Yourcenar, la graphie grecque, mais là, c'est que c'est dans ces années-là que Marguerite Yourcenar commence à travailler important, et les critiques, les biographes ont analysé ça, c'est que pareil, c'était... Yourcenar, quand elle était aux États-Unis, elle était plutôt très désespérée. Elle avait quitté son pays, mais ces pays, moi je dirais que c'est presque la Grèce, en tout cas elle avait quitté l'Europe de la civilisation, et elle voyait ses amis dans la misère, dans les trucs, etc. Elle était là-bas, mais elle ne s'adaptait pas tellement bien, finalement, au début, à la société américaine, à New York, etc. Pour la première fois de sa vie, il faut le dire, parce que ses finances ont baissé, elle avait dû se mettre à travailler, à donner des cours, etc. Yourcenar, elle n'a jamais travaillé, c'est une rentière, etc. Donc c'est un peu dur. Et j'allais dire, pour se raccrocher à ça, elle s'est replongée dans ses cercles classiques, etc. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence un projet qui va se réaliser toujours sur Yourcenar, il faut des longues années pour que ça vienne à maturation. Elle a dit que c'était pour le plaisir, voilà. Elle s'est remise à traduire les poètes grecs anciens. Elle a toujours lu, on a parlé peut-être d'arrêter là, mais donc elle se remet vraiment à remplir des cahiers, et c'est un de ces cahiers. Depuis son enfance, elle avait rempli des cahiers où elle recopiait des poèmes grecs anciens dans des anthologies, etc. Et qu'elle traduisait. Là, je vous ai mis une page d'un de ces cahiers. Ensuite, ces poèmes qui seront réunis, mais bien des années après, parce qu'elle travaillera pendant des années à cela, ils figureront dans une anthologie qui a connu un grand succès, qui s'appelle La Couronne et la Lyre, qui est, j'allais dire, le canon de Marguerite Yourcenar sur la poésie, où elle a fait le choix des poètes grecs pour remontrer toute l'évolution de la pensée, de la philosophie, etc. Voilà, mais ça sera publié bien plus tard, mais elle a commencé dans ces années-là à se réfugier à nouveau. Dès que ça va mal chez Yourcenar, elle se réfugie dans la pensée des grands classiques, et les grands classiques pour Yourcenar, c'est à ce moment-là, avant tous les Grecs. Dans ces années-là, elle publie, voilà, à Buenos Aires, des textes sur la mythologie.
Alors, ces années d'après-guerre, là on arrive dans l'après-guerre, c'est à ce moment-là où Yourcenar, elle reprend Adrien, puisqu'elle l'avait commencé, repris, je ne vais pas développer, parce que ce n'est pas une conférence sur Mémoire d'Adrien, mais elle reprend Mémoire d'Adrien en 1948, et on en a aussi un exemple là. C'est aussi un exemple où là les spécialistes ont dit, parce qu'il y a une mélange d'inscriptions, c'est dans le manuscrit de Mémoire d'Adrien, dans les brouillons. Yourcenar, elle fait toujours des ratures, quand elle écrit, elle fait des dessins, des penses bêtes, des expressions, des formules, des devises, et là il y a un mélange, qui était un peu le mélange d'Adrien, qui est le petit grec, de formules qu'on retrouve d'ailleurs dans le livre, à la fois en latin, elles sont correctes, en grec, les hellénistes ont dit qu'il y avait des fautes, qu'elle retranscrit phonétiquement des formules grecques. Voilà. Voilà. Donc Yourcenar, elle revient, et pareil, si elle est revenue aussi en 1948 à Adrien, c'est aussi pour revenir vers une civilisation, vers quelqu'un qui était positif, etc. Etc. Alors Yourcenar, elle s'était beaucoup amusée, ça avait l'air de l'inspirer, parce que là, c'est dans un manuscrit, mais chez elle, elle avait aussi fait des abat-jours. Il y a 2 abat-jours dans sa maison, j'avais une photo, mais la qualité n'était pas très bonne, parce que c'est drôle. Elle avait pris des cartons sur des abat-jours, et elle avait fait des inscriptions pareilles pour se délasser pendant l'inscription, et elle avait mis des inscriptions grecques et latines, c'est à peu près les mêmes, et puis dans les abat-jours, quand ça s'allumait, ça faisait... Ça se trouve, on les trouve sur des livres de photos où on voit voilà, à petite plaisance, ces abat-jours. Alors, 49-51, c'est la reprise, la réécriture de Mémoire d'Adrien. Je vais aller un petit peu vite là. Elle n'a pas oublié Cavafi, puisque après Mémoire d'Adrien en 51, qui connaît un grand succès, etc., elle avait continué avec Dimara à traduire vraiment tout un livre et elle se dit, c'est le moment, donc elle propose à Gallimard de publier Cavafi, mais eux ils se disent, nous on a un auteur à succès, Mémoire d'Adrien c'est le succès, on voudrait un autre roman historique, et elle nous propose un poète grec, à moitié inconnu, etc. Mais présenter Marguerite Yourcenar, ils se disent, voilà, il publie, 58, elle publie, présentation critique de Constantin Cavafi, avec avant un essai, une préface qui raconte la vie, qui analyse, etc. Yourcenar, elle accompagne toujours ses traductions de sa vision du poète. Ça connaît vraiment un grand succès. Je vous ai dit, avant-guerre, Cavafi, il était peu connu, etc. Là, chez Gallimard, le fait que ce soit présenté par Yourcenar, qui est célèbre pour Mémoire d'Adrien, on est même étonné qu'un livre de poète grec, pas tellement connu, ça a un succès, etc. Et Yourcenar, elle continue, là je vais aller plus vite dans les dernières étapes, pour montrer qu'il y a toujours un fil, qu'à tout moment elle revient au mythe, elle revient à la Grèce, elle revient aux penseurs grecs, etc. Dans les années, je vous ai dit que dans les années 30 et 40, elle avait commencé à écrire ce texte qui n'a pas son minotaure autour d'Ariane. Dans les années 40, elle a continué aussi à écrire en tout dans la production du théâtre, d'inspiration mythologique, etc. Et elle réunit en 71 un volume de son théâtre où il y a les 3 pièces, où on retrouve les 3 pièces d'inspiration mythologique de Marguerite Yourcenar, dont l'une, je vais vous parler un peu tout à l'heure, c'est Électre ou la chute des masques, le mystère d'Alceste, et qui n'a pas son minotaure, dont on a entendu parler. Je vous ai déjà parlé de la couronne, il a eu en 79. Alors, depuis 39, Marguerite Yourcenar, en août 39, elle quitte la Grèce, pensant y revenir bientôt, mais la guerre, la vie, les aléas, etc., a fait qu'elle n'est pas revenue en Grèce, plus jamais. Plusieurs de ses amis sont morts pendant la guerre. D'autres, elle a perdu le contact avec Andreas Ambirikos, qui a eu une période mystique. Elle était restée à la fin de leur relation, on va dire amitié passionnée, pour ne pas aller plus loin, mais ils étaient restés en contact épistolaire, mais après la guerre, Andreas Ambirikos, il a un peu quitté, il a fait une sorte de crise mystique, il est devenu photographe, et il a coupé les ponts avec beaucoup d'amis. Yourcenar est resté en relation avec d'autres artistes
d'autres amis de cette époque-là, d'Imara jusqu'à la fin de sa vie, hein, Constantin d'Imara, quelqu'un dont je n'ai pas parlé qui est important, qui est un autre poète surréaliste, c'est Nicolas Calas, et souvent elle échange. La seconde femme de Ambiricos qu'elle continue à voir à Paris, elle continue à... Et dans les lettres qu'on a trouvées, etc., Yourcenar, elle parle, on a souvent demandé après la guerre, est-ce que vous voudrez revenir en Grèce? Et elle dit quelque part que pour elle, tous ses amis, enfin, elle ne veut pas revenir dans un endroit où elle a tellement aimé, où elle a tellement vécu des années. Voilà. Et il a fallu attendre 1982, après l'Académie française, etc. Yourcenar faisait une croisière qui allait la mener de Venise à Alexandrie. Alexandrie, pourquoi? Elle va en pèlerinage visiter la maison de Cavafy, puisque la maison de Cavafy était devenue une maison musée qu'on visite quand on va à Alexandrie, et Yourcenar est allé visiter la maison d'Alexandrie. Et il y a une escale à Athènes, elle s'arrête une journée. Et finalement, elle voit bien sûr dans le port du Pirée, elle a connu le port du Pirée poétique, avec les guinguettes, avec les tavernes grecques, etc. Là, c'est tout devenu industrialisé, le port pollué, avec un tourisme de masse, etc. Yourcenar qui a un côté quand même un peu... Le tourisme de masse, c'est vraiment l'horreur pour elle. Elle préférait visiter la Villa Adriana dans les années 30, où il y avait des déserts, on était entre nous, qu'ensuite, quand elle dit qu'elle y retournait avec ses autocars pleins de touristes, c'est vraiment trop vulgaire pour elle. En tout cas, elle fait juste une petite escale, mais elle va revenir une seconde fois, l'année d'après, et là, elle revient entre-temps, mais bon, c'est peut-être anecdotique, mais voilà, Yourcenar est toujours accompagné d'hommes qui sont très importants dans sa vie. À la fin de sa vie, cet homme s'appelle Jerry Wilson. C'est un jeune homme, un jeune américain, à la fois photographe et spécialiste de musique traditionnelle, qui va l'accompagner dans les dernières années de sa vie. Et elle lui a parlé de la Grèce. Et il est beaucoup plus jeune qu'elle, mais elle veut lui montrer les sites qu'elle a connus. Et il passe un séjour d'une quinzaine de jours, je crois que ça a duré 15 jours, le voyage en 83, où elle revisite Patras, Nauplie, Nicelle, Épidaure, en compagnie de Jerry Wilson. Pour la petite histoire, ça ne s'est pas très bien passé, parce qu'il y avait des problèmes de relations entre eux qui étaient très tendus, etc. À ce moment-là, elle rencontre aussi un personnage important pour la Grèce, pour l'histoire de la Grèce, et même pour la culture, qui voudra que Yourcenar s'implique dans des projets. C'est la comédienne, mais qui était à ce moment-là et chanteuse, qui était à ce moment-là ministre de la Culture, Mélina Mercouri. Mélina Mercouri, la comédienne et égérie du cinéaste Jules Dassin, grande figure de la gauche grecque, qui était devenue d'abord, comme vous le savez, députée européenne, et ensuite, en 81, quand le parti de gauche est arrivé, les socialistes grecs sont arrivés au pouvoir, elle était devenue, et lors de ce voyage-là, en 83, elle rencontre Marguerite Yourcenar, elle est passionnée, elle publie une anthologie de poèmes où elle demande à Yourcenar de mettre des poèmes d'inspiration grecque, etc. Il y avait d'autres projets, elle avait invité Yourcenar à participer à de grands colloques, etc. Mais on a trouvé une correspondance, voilà, je vous dis ça parce que dans les archives à Harvard, on a trouvé des choses qui parlent de cette rencontre, etc. Donc voilà, il y a ce fil rouge entre les artistes et toujours un compagnonnage avec la Grèce. Alors là, je ne sais pas où j'en suis. Ah ben voilà. On arrive en 2000... enfin, on va faire un bond. On arrive à ce petit livre qui est un peu, c'est le prétexte de cette conférence, parce que si le musée m'avait demandé de faire une conférence sur Yourcenar, c'est parce qu'en début d'année, pour le 30e anniversaire, on a publié un texte inédit de Marguerite Yourcenar qui a un rapport avec la Grèce, que vous avez sous les yeux, qui s'appelle Cornet de notes d'Electre. C'est un texte et qui a été illustré par un artiste grec très important, le peintre Alékos Fassianos. Alors, pourquoi ce texte il est intéressant? C'est un texte qui date, un petit texte, parce que vous voyez que le livre n'est pas très grand, la moitié c'est moi qui ai écrit le texte, qui commente le livre. Donc j'ai assuré l'édition, c'est en 1954, donc on revient en arrière, à Paris, un metteur en scène qui veut mettre en scène sa pièce Électre ou la chute des masques.
ça va mal se passer. Et à ce moment-là, il y a une revue qui demande à Yourcenar de lui parler de sa conception du mythe et du personnage d'Électre. Et Yourcenar, elle écrit ce texte qui a connu une première édition en 1954. Alors pourquoi on dit qu'il est inédit? Puisque la version que j'ai publiée, alors il y a eu une première dans une revue qui s'appelle Théâtre de France, qui était une revue qui était publiée, je vais dire une sorte d'annale, qui était publiée une fois par an, et qui parlait de toute l'actualité du théâtre en France. Voilà. Dans un numéro de 54, il y a ce texte, dont j'ai retrouvé le numéro, mais annoté et corrigé par Marguerite Yourcenar. Donc Yourcenar avait accepté d'écrire ce texte qu'on ne connaissait pas, qui avait été obligé, parce qu'il a été publié dans cette petite revue qu'on avait un peu oubliée. Mais dans les archives du Fonds Bernier Yourcenar dont je me suis occupé, j'ai retrouvé la revue avec Yourcenar qui a changé des mots, comme elle le fait souvent, elle le corrige, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de faire connaître ce texte de façon plus pérenne, puisqu'il n'avait été jamais recueilli dans un recueil de ses essais, comme elle l'a fait, etc. Et surtout, et dans ce texte-là, Carnet de notes des lettres, Yourcenar, elle raconte qu'au moment de la création de sa pièce, elle a rencontré une jeune femme qui avait eu entre ses mains, qui devait donc travailler, je pense, puisqu'à ce moment la pièce n'était pas publiée, il y avait le manuscrit qui avait été donné au metteur en scène, au comédien, qui avait lu la pièce, donc elle avait travaillé, c'était au théâtre des Mathurins que devait avoir lieu cette pièce, et qui lui avait dit qu'elle avait été choquée des libertés que prenait Yourcenar avec le mythe, enfin pas le mythe, l'histoire, la légende des Atrides, d'Électre, etc. Et Yourcenar, ça l'avait un peu amusé, disant, et elle a écrit ce texte sous la forme d'une discussion pour répondre à cette jeune fille, pour lui dire, voilà ma conception du mythe grec, de la revisitation de ce que sont les mythes grecs, pourquoi aujourd'hui, au XXe siècle, il est toujours important de relire ces mythes-là, mais de les amener vers nous, de les moderniser, et aussi de prendre des libertés. Alors, pour l'anecdote, pourquoi ça s'est mal passé? Yourcenar est quelqu'un qui aime contrôler. Elle contrôle. Pour elle, elle est la créatrice d'une œuvre, et le créateur d'une œuvre, il a tous les droits sur son œuvre. C'est en gros au départ la défense du droit d'auteur, et elle a raison. Depuis le 19e siècle et bien avant, la création par Beaumarchais de la Société des gens de lettres, etc., c'est qu'un auteur, il a le droit de regard de ce qu'on va faire, etc. Mais Yourcenar, elle avait quand même poussé assez loin ce regard-là. Donc au départ, elle donne les droits à Jean Marchand, dans les années 50, qui est vraiment un metteur en scène assez important, directeur du théâtre des Mathurins, qui aime sa pièce et qui dit « je vais monter sa pièce », etc. Yourcenar, elle avait mis une clause dans le contrat, et ça se fait, parce qu'on a souvent dit que Yourcenar, elle avait des exemples, mais dans le milieu du théâtre, elle n'était pas la seule, beaucoup de gens mettaient cette clause, où elle avait le droit de regard sur les comédiens, sur la distribution. C'est-à-dire, avant de choisir tel ou tel comédien qui allait jouer, il devait consulter Yourcenar. Mais c'était un peu particulier. Dans ce moment-là, Yourcenar se trouvait à Paris. Mais elle voyageait beaucoup, elle ne voyait pas quand même... Et elle était souvent aux États-Unis. Donc, ils ont mis ça, mais pensant qu'elle allait accepter, connaissant pas trop le mode. Mais Yourcenar, elle s'intéresse. Et alors, elle va assister à des répétitions. Et les comédiens ne lui plaisent jamais. Il y a une comédienne, la pauvre, qui en a fait les frais, qui est devenue une comédienne de théâtre très importante, qui s'appelle Jenny Holt, etc. Elle ne la veut pas pour jouer Électre. Il y a un jeune comédien dont on parle, je ne sais plus quel rôle il devait jouer. Au départ, il n'était pas connu à l'époque, mais c'est un jeune comédien qui montait. Il s'appelle Laurent Terzieff. Mais alors, ce Laurent Terzieff, il n'est pas fameux. Elle commence à pinailler. Et ça se passe mal, elle envoie des lettres, des huissiers, tout ça. Et finalement, eux, ils avaient quand même monté toute la pièce, les gens, bon, etc. Et ils décident de faire jouer la pièce. Et Yourcenar, elle découvre dans le journal, demain, la première, etc., etc. Elle se fâche, elle fait intervenir un huissier, son avocat, enfin, tout ça, c'est un peu... Ce n'est pas complètement grec, mais c'est pour la petite histoire. Du caractère brûlant de Marguerite Yourcenar. Elle fait envoyer des huissiers et tout ça, et au bout de quelques jours,
il y a un arrêté qui fait arrêter la... Alors il faut dire que les premières, les gens ont dit ça a donné, puisque quand même les critiques sont allées, en plus il y avait le scandale, c'est 54, c'est après le succès, Yourcenar est très connu, tous les critiques sont allés voir, mais alors cette Jenny Holt, ce Terzieff, etc. Et les critiques massacrent. Ils disent, la pièce magnifique de Marguerite Yourcenar, Electre, la chute du mal, mais jouer, l'autre, elle bégaye, elle ne connaît pas son texte, elle se tourne vers les murs, on ne comprend pas la moitié de ce qu'ils disent, etc. Et Yourcenar, quand elle voit ça, elle dit, j'ai eu raison, il était nul, tout ça. Donc, elle le fait arrêter, et il y a un jugement en référé tout de suite qui fait arrêter la pièce, qui a été jouée une dizaine de fois, et ensuite ça s'est arrêté comme ça, une sorte de four. Alors, ceux qui expliquent, souvent les gens me posent la question, ça aussi, mais pourquoi on voit si peu du théâtre de Marguerite Yourcenar au théâtre? Pourquoi son théâtre a été si peu monté? Une des raisons, c'est que son théâtre est quand même plutôt difficile. Aujourd'hui, il est quand même très daté. C'est un théâtre presque à thèse, qui se rapprocherait presque du théâtre presque de Sartre, des mouches, avec c'est des idées, chaque personnage incarne une idée, etc. Mais aussi, c'est qu'après, dans les années 50, Marguerite Yourcenar a été grillée dans le monde du théâtre. Après ce qu'elle a fait, il n'y a pas un metteur en scène et un producteur qui va dire je vais engager des comédiens, je vais faire tout ça, elle va pinailler, elle va nous interdire, etc. Donc Yourcenar, si on dit oh là là, publie une nouvelle pièce, on peut la monter, ben, ah non, 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 on va avoir que des problèmes avec Marguerite Yourcenar. Donc c'est pour ça que Yourcenar aussi, bon, il faut quand même dire que son théâtre est quand même de moindre qualité que son œuvre en prose, ses romans, ses nouvelles et ceux qu'il a fait connaître. Et voilà pourquoi cette année, Fata Morgana a voulu quand même faire connaître ce petit texte pour les amateurs et que j'ai eu donc le plaisir de présenter, de raconter son histoire et de raconter, que je raconte aussi dans la postface que je signe, cette histoire, cette passion toujours sur la pensée grecque. Et pour terminer, je vais redonner justement la parole à Marguerite Yourcenar en citant un extrait de ce texte en conclusion, et qui me semble résume bien sa vision de la Grèce ancienne. Dans ce carnet de notes d'Electre, elle écrit, pour répondre justement, il faut se dire, c'est pour répondre à cette jeune fille qui lui avait posé la question, si les masques grecs offrent encore aux poètes modernes le maximum de commodité et de prestige, c'est précisément parce qu'ils ont cessé d'être d'aucun temps, même des temps antiques. Chacun les porte à sa guise. Chacun s'arrange pour verser le plus possible de soi dans ces moules éternels. Le poète qui s'aventure sur la corde raide du drame grec chemine délesté en plein vide, en plein danger, sur ce fil bien tendu qui va de la pensée pure à l'acte pur. Voilà. Merci de votre attention. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, des remarques, des ajouts, je suis à votre disposition. Pardon? Oui, parce que c'est un direct, mais un léger décalage. Voilà, sur Facebook. Donc je ne sais pas si sur certaines choses vous voulez avoir plus de détails ou des questions ou des choses. Voilà. Comme les films ont été tournés, enfin le film L'œuvre noire, les rapports entre Marguerite Yourcenar et le metteur en scène ont été plus faciles. Alors, avec Delvaux, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que c'est à la fin de sa vie que ça s'est passé. Yourcenar n'a pas vu le film fini. Yourcenar, elle a validé le scénario. Elle a rencontré Delvaux, le metteur en scène, plusieurs fois. Il est allé la voir à Paris. Quand elle est passée à l'hôtel Ries, il lui a expliqué ce qu'il voulait faire. Ils ont échangé une très belle conférence, une correspondance qui a été d'ailleurs publiée. Il y a un livret,
le DVD de l'œuvre noire est accompagné d'un très beau livret, avec la correspondance, avec tous les échanges, etc. Et on voit que Yourcenar, pour l'œuvre noire, elle pensait avoir trouvé le metteur en scène idéal. Elle avait vu d'autres films de Delvaux. Il lui a expliqué la façon dont ils étaient d'accord sur, par exemple, Jean-Maria Volonté pour jouer le rôle de Zénon. Elle devait d'ailleurs, il était prévu qu'elle aille assister à des scènes de tournage à Bruges, etc. Ça n'a pas pu se faire. Voilà, Yourcenar, elle a écrit que le scénario, tout ça lui plaisait. Mais après, le film, on ne peut pas savoir, puisqu'elle est décédée avant, c'était pendant le tournage, le film se terminait, elle ne l'a pas vu. Mais oui, avec Delvaux, il y avait plus d'atomes crochus. Mais il y avait un autre film dont elle n'était pas content, celui qui a été fait par un Allemand. Oui, c'est le coup de grâce. Ça, c'est voilà, mais pareil, c'est après tout, au départ, elle lui écrit Schwendorf, très bon cinéaste, le film est d'ailleurs bon. D'après Yourcenar, il a pris des libertés par rapport à son œuvre, trop de liberté, mais au départ, elle l'avait choisi parce qu'elle aimait son cinéma, parce qu'il y avait la comédienne qu'elle aimait beaucoup, qui connaissait bien tout cet univers-là. Mais c'est vrai qu'après, quand il lui a envoyé, puisqu'on lui a envoyé une copie du film aux États-Unis, elle l'a fait projeter dans une petite salle dans son village, il fallait trouver un projecteur de cinéma, etc. Elle avait fait une soirée avec des amis. Là, elle a été reçue, entre autres, par un personnage, la vieille, parce que dans le livre, il y a une vieille tante qui est un peu folle, un peu sénile, etc. Et là, ils avaient choisi une star du cinéma, une star passée du cinéma allemand, du cinéma impressionniste, qui était une sorte, mais qui était vraiment là poussée, avec, pour elle, tournée à la caricature, mais dans le contexte du film, ça passait très bien. Le film, moi pour le coup de grâce, c'était un très très beau film. Mais voilà, Yourcenar, elle est quand même très près, elle reste très près, et elle lui a écrit une lettre qui a été publiée où elle détaille, elle lui dit d'abord un paragraphe, ce qui est bien, et puis après il y a 5 pages. Voilà, mais c'est Yourcenar. Son œuvre, pour elle, c'est comme elle. Si on touche son œuvre, et si on n'est pas complètement dans son sens, c'est pour ça que il faut quand même relativiser les critiques de Marguerite Yourcenar. Souvent, elle avait un rapport très... Du coup, elle faisait des traductions libres, elle. Alors, Mais elle n'aime pas qu'on traduise son œuvre. alors, Yourcenar, c'est un personnage paradoxal. C'est qu'elle pinaillait sur, parce qu'elle surveillait dans les langues qu'elle connaissait, elle a contrôlé toutes les traductions en anglais qui ont été faites par sa compagne, qu'elle relisait, etc. Même en espagnol, les langues qu'elle parlait, en italien, on a des manuscrits de ses traductions, etc. Mais elle, c'est vrai qu'elle... Mais la grosse différence... Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé sur ses traductions et sur ses traductions, parce qu'elle a beaucoup... Il faut dire que Yourcenar, elle a beaucoup traduit de la poésie. C'est que Yourcenar, elle adjoint toujours un texte en préface ou en postface, dans lequel elle explique sa méthode. Et dans ce texte-là, elle est très honnête. Elle dit, et elle le fait pour la Couronne et la Lyre, elle le fait pour Cavafy, vous n'allez pas trouver là une traduction scientifique. Une traduction, vous allez trouver, et elle le dit, ma vision. Pour elle, traduire un poète, c'est proposer une lecture. Elle a toujours dit, j'ai donné, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle disait, parce qu'après elle, il y a eu plein de traductions. D'ailleurs, au moment où Gallimard allait, parce que les héritiers de Cavafy ont voulu faire interdire la traduction de Yourcenar, pensant, et même ils lui ont écrit, on la trouve mauvaise, ce n'est pas du Cavafy, vous partez, etc. Mais comme ils avaient signé un contrat avant-guerre dans lequel ils ont réussi, mais pour contrebalancer, ils ont encouragé un autre poète à publier, au moment où est sorti, en 1958, à quelques mois près, chez un autre éditeur, sortait une autre traduction, beaucoup plus proche de ce que voulaient les puristes cavafiens. Et Gallimard s'est inquiété, parce que lui, il disait, mais... et il écrit à Marguerite Yourcenar, vous savez que va sortir, etc. Et Yourcenar, elle lui répond, mais c'est formidable. Non, mais c'est vraiment son idée.
Et elle lisait les autres traductions en disant, ben, ce traducteur, voilà la vision qu'il avait de... Et en disant, le lecteur, il va lire plusieurs... De toute façon, elle le dit de départ, de toute façon, traduire, c'est trahir. Et cette fameuse traduction trahissant, elle l'avait fait sienne. Même elle a une image sur la traduction, je ne m'en souviens jamais, à propos de Rilke, elle dit, une traduction, c'est comme une colombe à laquelle on a coupé les ailes et qu'on veut qu'elle continue à voler. Donc c'est pas possible. Donc elle le sait, mais elle le dit, on peut donner son interprétation, comme elle lisait les textes, elle comparait les traductions. Et d'ailleurs, quand elle a réécrit sur Cavafy, elle lit Cavafy traduit en anglais, elle le lit par Foster et d'autres. Yourcenar, elle aime confronter les textes, les visions du monde. C'est quelqu'un... Voilà. Donc ça ne la gênait pas du tout. Et quand Dimaras et Gallimard lui ont dit ça, elle a dit, mais c'est très bien, plus on proposera de lecture. Et d'ailleurs, Shakespeare, on parle du théâtre, je m'intéresse au théâtre shakespearien. Il y a des multiples traductions des grands classiques de Shakespeare. Et une traduction, elle vieillit aussi. Et aujourd'hui, il y a une traduction de Cavafy qui fait référence et qui a passé, puisque, pour vous dire le résultat, vu le nom de Marguerite Yourcenar, c'est quand même Yourcenar que sa traduction est devenue le grand classique français. On ne connaît pas le nom du traducteur, il n'est pas réédité, etc. Et pendant 30 ans, c'est la traduction de Yourcenar qui a fait figure de traduction de référence, en livre de poche, pour les étudiants, etc. Etc. Il y a une dizaine d'années, Gallimard a décidé, parce que c'est vrai que les spécialistes, il y a eu tellement de colloques qui disaient, quand même, Yourcenar, c'est quasiment pas du Cavafy. Est-ce qu'on peut avoir un vrai Cavafy? Il y a eu un poète contemporain qui s'appelle Dominique Grandmont, qui a proposé une autre traduction, qui est aujourd'hui la traduction de référence. Et alors, il se trouve que chez Gallimard, on pouvait avoir la traduction de Cavafy à la fois dans la collection blanche, c'est-à-dire la collection, le livre normal, je ne sais pas comment on dit, le livre classique, là, et dans une collection de poche qui est Poésie Gallimard. Bien sûr, c'est cette collection où Yourcenar était l'un des livres les plus vendus, parce que pour les étudiants, c'est pas cher, etc. Ils ont sorti dans cette collection le livre de Grandmont, et ils se sont rendu compte qu'ils ne le vendaient pas. Et Gallimard a dû... ils ont décidé d'arrêter de mettre... Quand ça a été... Parce que c'est depuis les années 70, c'était republié. Ils ont arrêté de mettre le Yourcenar. Maintenant, on peut avoir que la version de Dominique Grandmont. Et si on veut avoir... si on veut avoir la version de Yourcenar, elle est toujours disponible, c'est ce qu'a dit Gallimard, les gens peuvent l'avoir, peuvent l'acheter dans la blanche. J'avais écrit à ce moment-là, c'était au moment où je faisais ma thèse, parce que je m'intéressais à Cavafy, à Antoine Gallimard pour lui demander un peu ce que ça voulait dire. J'ai dit, mais les étudiants, parce que le prix, un livre de poche, un étudiant va acheter un livre de poche à 10 € plutôt que d'acheter 25 €, etc. Ce public-là n'a plus accès, ils ont dit non, on veut privilégier, maintenant ils vont lire Dominique Grandmont. Voilà. Bon. Alors, si vous êtes intéressé par voir ce joli petit livre, bien sûr, il est en vente à la boutique du musée. Je dis ça parce que Marguerite Yourcenar, c'est toujours un très beau cadeau à mettre sous l'arbre de Noël. Et en plus, avec ses illustrations et sur du beau papier, et il n'est pas cher, je crois qu'il coûte 11 €. J'ai promis à Fata Morgana de faire la pub pour cette petite édition. Oui, oui, ah oui, oui. Mais bien sûr, mais justement, c'est ça, c'est le plaisir hein, de découvrir. Voilà. Merci de votre attention. Alors, merci Mme Achemiané. Je vais essayer de ne pas m'exprimer comme une colombe à qui on a coupé les ailes. Je vous tenir l'expression. Voilà, merci pour cette brillante performance qui nous a transporté d'émotion.
Merci à vous pour vos applaudissements qui nous encouragent dans notre volonté de faire connaître la vie et l'œuvre de Marguerite Yourcenar. Aux enfants des écoles qui ont répondu à notre appel avec enthousiasme. Merci aux bénévoles qui ont travaillé à la réussite de cette soirée. Merci à Marc et Jacques qui nous aident à moderniser nos moyens de diffusion. Merci à la municipalité, toujours à l'écoute de nos besoins, à la Sapinière pour le prêt du grand écran, Guillaume Dubert pour le prêt de matériel, aux services techniques de la commune qui trouvent toujours une solution pour nous aider, même après leurs heures de travail. Ce soir, on a eu le tour, une lampe qui ne fonctionnait plus d'éclairage là-haut, et quelqu'un est venu nous dépanner vite fait. Bien sûr, c'est Bernard. Voilà, pour continuer de se développer, le musée a besoin de votre soutien, de vos encouragements, comme ce soir. N'hésitez pas à rejoindre notre équipe de bénévoles et voilà, faire partie de notre liste d'adhérents. Et pour continuer joyeusement cette soirée, je vous invite à partager ensemble notre cocktail grec. Restez dans l'ambiance. Merci.